Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hector, bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs de Diaspora FM également. Hugues, Hector, Zogo sur ce plateau, nous sommes vendredi, nous saluons depuis ici Laurent Roland, Tony Ikes, nous saluons Marc Goudjanou, nous saluons qui encore Henri Niambodé. Hugues, Hector, Zogo, votre bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous les confrères qui sont en train de nous suivre. Bonjour Oumar qui est sur le plateau avec moi, les auditeurs de la Diaspora FM qui nous suivent depuis un moment en synchronisation. Bonjour aux téléspectateurs et à tous les amis internautes. Abbé Mousse, papa, nous avons un nouveau pape et clarification oblige. Certaines informations disent que c'est le tout premier pape américain, d'autres disent deuxième pape américain. Clarification. Le seul, enfin, ce qu'il y a comme clarification à faire, c'est que c'est le mot américain qui pose problème. Il y a le continent américain et il y a les Américains qui sont les États-Unis. Donc, c'est le pape états-unien. Voilà, c'est le premier pape états-unien, c'est le premier pape américain. Parce que de manière générale, tous ceux qui sont des États-Unis, on les appelle des Américains. Il y a l'Amérique latine aussi. Voilà. Le premier pape du continent américain, c'est lui qui vient de nous quitter, c'est lui qui vient de partir, c'est lui qui est en train d'être remplacé. C'est l'Argentin. Voilà, c'est l'Argentin, c'est François, le premier pape américain, Bergoglio, bien comment il s'appelle. Voilà. C'est lui le premier pape américain, donc du continent américain. Donc le second pape du continent américain, c'est Léon XIV, oui, donc Léon XIV. Robert Prévost, qui vient d'être donc Louis XIV. Voilà. Mais sinon, c'est le premier états-unien, si vous voulez. C'est le premier américain. Ce qui a d'ailleurs réjoui Donald Trump. Oui, le pape, oui, je sais, je connais votre joie. En 2 jours seulement de conclave, on a élu ce pape. C'est exceptionnel. Dieu a déjà apparemment tracé le chemin. Moi, je m'y attendais. Ce n'était pas une surprise pour moi. Je m'y attendais, c'était ma prière d'ailleurs. Parce qu'en réalité, le 8 mai, c'est une grande date dans l'histoire africaine. 8 mai 1922, ça fait la naissance du cardinal Ganty. Oui. On en a parlé très peu hier. Beaucoup auraient souhaité voir le cardinal Bernardin Ganty pape. Mais il a eu la chance, 103 ans après sa naissance, de voir l'Église catholique romaine porter un pape à la tête de l'Église. Et donc pour moi, je me dis, c'est une joie immense. Une joie immense pour l'Église entière, mais surtout pour l'Église africaine, qui désormais sait que nous sommes en train de préparer progressivement la démarche de béatification du cardinal Bernardin Ganty. Oui. Donc, qu'on arrive à élire un pape en un jour aussi particulier, pour moi, c'est évocateur. C'est évocateur. Ouais. Les Africains attendaient peut-être leur premier pape parce qu'il y avait au moins 3 cardinaux noirs qu'on pouvait donc désigner, mais nous allons devoir attendre encore. Un pape, c'est pour nous tous. Oui. Ce n'est pas le plus important, le pape qui appartient à un continent ou à l'autre. Bon, on est d'abord dans le domaine donc, de la foi, du dogme. Oui. Et donc, on se réjouit forcément comment on appelle, du nouveau pape qui est là. Mais en tant qu'Africain, en tant qu'homme de peau noire, on aurait aimé aussi avoir peut-être un pape noir. Mais quand le Seigneur n'a pas encore décidé, on ne va pas quand même forcer la main à l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est ainsi, on ne va pas... Voilà, ça c'est Dieu qui décide de qui est pape, en tout cas pour les catholiques. Maintenant, moi en tant qu'Africain, c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de voir un cardinal Sarah être donc pape, vous voyez un peu. Et il porte aussi la pensée de la majorité des Africains. C'est vrai que les réformes et le fait de faire évoluer donc, comment on appelle, la doctrine de l'Église pour correspondre donc aux temps actuels, pour correspondre donc à la société actuelle, c'est important aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Dieu est là pour, du début jusqu'à la fin, il sera toujours avec nous. Quelle que soit l'époque que nous traversons, Dieu est toujours compatible avec ce que nous sommes. Mais nous, Africains, avec ce que nous sommes aujourd'hui, le pape, j'ai dit le
cardinal Sarah représentait un peu donc cette, comment on va dire, cette mentalité africaine, cette manière de voir le monde. Il était très conservateur. Il y a des choses qu'il dénonçait, qui plaisaient à la majorité donc des chrétiens d'Afrique. Mais bon, quand l'Esprit Saint décide, tous les chrétiens africains également doivent donc s'y plier et se mettre. Et il ne décidera jamais rien de mauvais d'ailleurs pour la communauté catholique, on va dire. Très bien. Oui, je me retourne vers vous. Avant quand même le pape Léon XIV, qui s'est fait appeler Léon XIV, on a eu un autre pape qui s'est fait appeler Léon XIII. Et Léon XIII, c'est le premier pape qui a été filmé. Pour la première fois qu'on a filmé un pape, c'était lui. On va suivre l'image et le son avant de revenir. C'était le premier pape à être filmé. Mais pas seulement. Le pape Léon XIII a battu un sacré record. La vidéo date de 1896. Et le pape est né en 1810. C'est pourquoi c'est la personne la plus âgée à avoir été filmée. On revient donc, oui. Oui, un petit mot par rapport à Léon XIII, qui, enfin, ça va peut-être nous guider sur un peu comment est-ce que donc, le règne du nouveau souverain pontife sera donc orienté. Parce que Léon XIII, il paraît que c'était un grand réformateur également. C'est lui qui est d'ailleurs même à la base de la doctrine sociale actuelle de l'Église catholique. Donc c'est un homme très important. Donc on s'est dit qu'il va se mettre certainement sur la lignée de cet important pape-là. Oui. Et donc continuer peut-être son œuvre, ou pourquoi pas même peut-être continuer aussi. Léon XIII, c'est le pape des pauvres, qui aimait les pauvres. Oui, c'est lui qui est à la base de la doctrine sociale de l'Église actuelle. Voilà. Donc c'est lui, c'est un pape très important également. C'est quelqu'un qui a, tous les papes sont importants, hein, mais c'est quelqu'un qui a véritablement réformé tout ce qui est le lien donc, de l'Église avec la société. Il a vraiment travaillé dans ce sens-là. Et donc c'est sûr que celui-là ne prend pas ce nom-là aussi au hasard. Il y a forcément un lien, il y a quelque chose certainement qui lui plaît chez ce grand homme-là, qu'il veut également continuer. Il ne faut pas oublier aussi que son travail donc, en tant que souverain pontife peut-être aussi sera donc une continuité également de François qui nous a quittés. Parce que c'est lui également, c'était son ami, c'est lui qui l'a nommé cardinal, c'est lui qui l'a fait cardinal, c'est lui qui l'a fait venir à Rome pour occuper un certain nombre de postes donc également au niveau donc de Rome, du Vatican. Donc on s'attend à ce que ce pape-là également soit quelqu'un peut-être qui va aussi prendre des décisions très importantes pour que l'Église corresponde, enfin on ne va pas dire que l'Église corresponde, mais en tout cas pour que la société puisse se retrouver complètement donc, dans la doctrine aujourd'hui de l'Église catholique. Et l'autre chose également, c'est que c'est un pape aussi qui vient sur le plan, là je vais maintenant sur le plan des influences, on va dire, stratégiques à travers le monde. Lui et Donald Trump, c'est vraiment deux bords très opposés, oui, effectivement. Il y a par exemple J.D. Vance, comment on appelle, le vice-président américain, qui avait fait une déclaration sur, je crois, sur X, le réseau social X, une fois, qui avait dit que non, même malgré que nous soyons catholiques, Dieu nous intime l'ordre aussi d'aimer nos frères, nos sœurs, nos parents, avant de chercher à aimer l'étranger et toutes ces choses-là. Et ce pape a répondu non, c'est pas ça la doctrine de l'Église, c'est pas ce que Jésus a dit. Donc il l'a repris, il l'a remis vraiment à sa place, que un homme c'est un homme, mais un chrétien qui vient vers toi c'est ton frère. C'est ça la doctrine de Jésus. Donc ce n'est pas la peine que J.D. Vance vienne dire donc, des choses qui... J.D. Vance lui-même est catholique. C'est un Américain catholique, le vice-président. Donc, quand il réagit comme ça, donc c'est le pasteur qui réagit, qui dit, qui recadre en fait l'une de ses brebis, peut-être qui, voilà. Donc, immédiatement, J.D. Vance s'est tu. Il a compris que, bon, le cardinal de chez lui n'est pas complètement d'accord avec voilà. Donc, ses propos. Repars dans tes affaires politiques, utilise tes mots politiques, mais ne vienne pas dire que le Seigneur a dit si, ça, c'est pas vraiment ton rôle. Bon, je crois que ça, c'est... On doit s'attendre à ces petites choses parce qu'il n'est pas du tout d'accord, par exemple, avec la politique
Donald Trump concernant, par exemple, la politique d'immigration de Donald Trump, le fait que Donald Trump veut, coûte que coûte, renvoyer tous les étrangers des États-Unis, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un d'assez catégorique par rapport à l'actuelle, comme on appelle, administration américaine. Donc, on attend de voir comment on appelle là. Comment est-ce que cette relation-là aussi se fera? Parce que le Vatican reste un État représenté à l'ONU. Bien sûr. Un État très influent d'ailleurs, un État très influent dans le monde. C'est un État, malgré tout, même si c'est le plus petit État du monde, c'est un État qui a une influence sur minimum, je crois, 1 milliard ou 1,5 milliard de personnes à travers le monde. Donc, c'est un État dont la voix compte énormément. Regardez un peu dans l'église, dans la bâtisse où Saint-Pierre est enterré, où Saint-Pierre gît, on retrouve Donald Trump en plein milieu. Donald Trump et comme on appelle le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en train de parler donc de politique, en train de parler donc de l'état du monde, en train de parler donc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc de l'état du monde dans cette bâtisse-là. Donc l'influence du Vatican n'est plus à démontrer. Maintenant, quelle sera l'influence de Léon XIV? C'est ça qu'on attend de voir. On attend de voir comment est-ce qu'il va apporter sa pierre pour que le monde soit un monde beaucoup plus pacifique. Je rappelle qu'il a été ordonné cardinal en 2023 et déjà en 2025 il a été élu pape et il a marché dans l'ombre de François, le pape François. Est-ce qu'il ne va pas également donc être un pape à l'image de François peut-être qui va... Oui, certainement, c'est sûr qu'il aura des choses certainement à, comment on appelle, à continuer sur le plan de l'œuvre de François. Parce que si François l'a plus ou moins rappelé au Vatican, le mettre à côté de lui, lui confier certaines charges, c'est parce qu'il le considère comme quelqu'un qui comprend plus ou moins sa vision des choses. Donc, il n'y a pas de raison que, sur certains points, mais rassurez-vous, c'est un homme, enfin, il va affirmer également son individualité. Il va, à un moment, prendre des décisions qui correspondent à ce que lui-même, il est de manière très intrinsèque, à sa vision, au sein que lui-même, et enfin, quand je parle de sein, je parle, c'est-à-dire les anciens, par exemple, on a parlé tout à l'heure de de Léon XIII. Donc, il y a ces personnes à qui lui-même, il s'identifie. Donc, François, oui, mais Robert Prévost, lui-même l'individu, à un moment, il va s'affirmer, il va affirmer sa foi, il va faire son travail en tant que pasteur désormais, donc de tous les catholiques, affirmer ce qu'il pense, enfin, ce que son âme lui suggérera, ce que l'Esprit Saint certainement lui suggérera à la tête donc de l'Église. À un moment, on retrouvera également son individualité, on retrouvera sa personnalité dans ses prises de décision. Il ne sera pas forcément calqué totalement sur François. Peut-être qu'il va faire un certain nombre de choses qui vont aller dans le sens de ce que François aimait, mais je pense aussi qu'il sera... Il va laisser son empreinte également. Mais il sera beaucoup plus un pape, moi je l'espère, un pape beaucoup plus réconciliateur aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux grandes... Enfin, il y a un certain clivage quand même entre réformateurs et... Deux courants. Deux courants aujourd'hui, entre réformateurs et conservateurs au sein donc de l'Église catholique. On ne se regarde pas en chien de faïence. Tout le monde parle de Dieu. On veut que les choses évoluent, mais chacun a plus ou moins sa vision. Et je pense que lui aussi va venir essayer peut-être de réconcilier, de voir quelle décision est-ce qu'on prend pour être à mi-chemin entre les deux, être un bon centriste comme on dit. En un mot, est-ce qu'on peut oser dire que la dynamique continue au Vatican? Par rapport au Vatican, non, dans l'ordre de comment on appelle, de la foi, je l'ai dit. L'Esprit Saint n'est pas un individu comme vous et moi. Il dirigera certainement le pape. Il lui montrera le bon chemin pour que l'Église soit plus forte, pour que l'Église, enfin, pour que le Seigneur puisse véritablement agir dans nos cœurs et être véritablement dans nos cœurs. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas la dynamique continue. D'accord. Alors, le pape Hugues Hector Zogo, on a senti beaucoup d'émotions. Oui, il était très ému, une fois apparu à la fenêtre avec les fidèles sur cette place-là qui donc criaient, d'autres pleuraient. Il était très ému. Là on le voit, c'était ses premiers propos. Mais qui est le pape Léon XIV?
Alors, vous avez commencé par le dire. Le pape Léon XIV a été consacré cardinal il n'y a que 2 ans pratiquement. Et donc, quand on parcourt un peu l'histoire de l'Église, on peut vraiment, a priori, se retrouver dans une posture de sceptique si, entre-temps, on vous demandait d'aller au pronostic. Parce que je ne pense pas que ce soit déjà arrivé dans l'histoire de l'Église qu'on ait eu un pape après 2 ans pratiquement de cardinalat à pouvoir se retrouver à ce poste aussi sensible. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête de plus d'1 milliard. Donc, on dit que les chemins de Dieu sont insondables. Exactement, ça, exactement. Les chemins de Dieu sont insondables. Et donc, il se retrouve aujourd'hui à la tête de plus d'1 milliard de fidèles chrétiens catholiques de par le monde entier. Et c'est un augustinien. C'est un augustinien et il s'est retrouvé à la tête de cette Quand vous parlez d'Augustinien, c'est sa congrégation. Exactement, c'est la congrégation. La congrégation auquel il appartient, à laquelle il appartient. Il s'est retrouvé à la tête de cette congrégation-là pendant 2 mandats, de façon consécutive. Il faut dire qu'il a été prêtre le 14 septembre 1955. Ah oui, quand même. Donc ça fait quand même 43 ans de sacerdoce. Il a 69 ans maintenant, exactement. 267e pape. Oui. Donc ça fait 43 ans de sacerdoce, donc ça fait déjà 43 ans qu'il est au service de l'Église, au service du peuple de Dieu. Et vous aviez parlé de l'émotion. Oui. Effectivement, quand le pape est apparu, c'est ce qui aura le plus marqué. Et dès qu'il prononce quelques mots, il prend encore un peu de temps et vous sentez qu'il vit un moment assez particulier. Et ça signifie sans aucun doute avec quelle énergie il pourra conduire le peuple de Dieu. Oumar le signifiait tout à l'heure. On se retrouve aujourd'hui avec assez de fractures au sein de l'Église. Ah oui. Et quand on regarde un peu comment est-ce que le pape François a pu conduire le peuple de Dieu, même avant le pape François, on a vu tout ce qu'il y a eu comme scandale et qui, à un moment donné, a pu pousser le pape Benoît XVI à se faire décharger. Oui. Donc, dans l'histoire de l'Église, on se retrouve pratiquement avec 2 papes vivants. C'était jamais arrivé. D'accord. Mais cette histoire-là a été vécue avec le pape Benoît XVI. Mais les 2 sont morts maintenant, non? Oui, les deux sont partis. Mais un petit bémol, hein. C'était jamais arrivé, je ne pense pas. Je crois qu'il y a eu un précédent également dans non, le précédent qu'il y a eu, c'est le précédent qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a eu une période où on n'a pas eu droit, en fait, à la présence de pape. Et c'était les cardinaux qui avaient conduit pendant une période de 2 ans les affaires de l'Église catholique. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup, parce qu'il y avait vraiment d'incompréhension. Et puis, il fallait quand même trouver la meilleure formule pour amener le calme, comme on le dit, apaiser toutes les tensions. Donc, cette démarche-là que le pape Benoît XVI a pu mener, déjà signifiait qu'il y avait suffisamment de choses au sein de l'Église à pouvoir corriger. Il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts contre les prêtres catholiques. Et vous savez, Vatican, c'est très bien organisé. Difficile pour les journalistes d'investigation d'avoir des fuites d'informations. Oui. Et quand ils arrivent quand même à sortir... Vous connaissez ce monde, c'est des gens très discrets. Très discrets. Et quand ils arrivent à sortir un dossier crédible, en fait, on a tendance à se dire la BAC est en train de tanguer. Oui. Et l'Église catholique ne supporte pas ça. L'Église catholique n'accepte pas ça. Donc, il était important d'aller aux réformes. Et c'est ce qui a permis à ce que l'Église ait pu choisir le pape François. Alors,
avec l'arrivée du pape François, il y a eu... Il y a eu de l'audace. Exactement. Il y a eu de l'audace. C'est le mot juste. Oui, oui, je sais. Il y a vraiment eu de l'audace. Des sujets sur lesquels l'Église avait de difficultés à pouvoir se prononcer. Il prenait toute la sagesse par devers lui et se prononçait. Et quand vous suivez un peu la devise de l'actuel pape, le pape Léon XIV, vous pouvez vous permettre de dire tout de suite qu'il ne va pas s'écarter pour autant. Et sa devise, est-ce que vous voulez nous le... Oui, la devise, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais de façon globale, la devise fait référence au fait que l'on se retrouve tous un. D'accord. Alors, quand vous vous retrouvez tous un, et vous savez que dans ce un-là, c'est-à-dire dans dans cet ensemble-là, il y a des communautés comme ceux qui se retrouvent ou réclament les lesbiennes et tout ce qui va avec. Quand vous avez des personnes comme ça, et quand vous connaissez la position, par exemple, des conservateurs, des pères conservateurs de l'Église, sur ces dossiers aussi sensibles, vous pouvez tout de suite vous permettre de dire qu'avec le pape Léon XIV, on va se retrouver à faire encore les réformes comme le pape François. Moi, je pense, pour ma part, qu'il n'y aura pas une grande différence entre le règne du pape François et le pape Léon XIV qui vient d'être donc porté à la tête de l'Église catholique. Et d'ailleurs, il est très apaisé, il prend beaucoup de recul, il est assez modéré, et ça, l'on en avait besoin. En tout cas, une fois à la fenêtre, quand je l'ai regardé, j'ai senti qu'il a la chose, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai senti qu'il a la chose. Ça dit qu'il a le charisme, il a le truc en lui, comme j'en ai l'habitude de le dire. Ah ouais, j'ai oublié. Ah mais il est mignon, il est joli le pape. Ou bien tu ne trouves pas au mal. Ah oui, ça c'est la foi catholique qui parle en ce monsieur ce soir. Vous avez vu très heureux, pratiquement très ému. Vous avez oublié un instant le travail qu'on faisait. Alors, si vous permettez, ce qui dégageait m'a plu. Je vais vous donner donc la devise épiscopale du pape. C'est en latin, mais puisque je ne comprends pas le latin, je vais vous donner l'explication. Vous comprenez le latin ou pas? Non, je ne comprends pas, mais je connais la devise. L'explication dit ceci. Vous ne voulez pas lire en latin? Non, je ne veux pas prendre le risque. Bien que nous, chrétiens, soyons nombreux dans l'unique Christ, nous sommes un. Voilà. Bien que nous, chrétiens, soyons nombreux dans l'unique Christ, nous sommes un. D'accord. Donc voilà la devise épiscopale. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers son ministère pour voir ce qu'il pourra apporter comme réforme et comme innovation au peuple de Dieu. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à un autre sujet. L'unité sera sa ligne directrice. Il sera donc, comme je l'ai dit, un bon centriste certainement. Mais bon, c'est peut-être qu'il se rapproche de François, c'est possible. Ça, je ne veux pas refaire le débat. Mais moi, je pense que rien qu'en lisant sa devise, on comprendra qu'il fera un travail qui va aller dans le sens de l'union de tous les chrétiens, de tous les chrétiens, de tous les catholiques, on va dire. Mais le petit mot que je veux dire aussi, c'est que les Français peuvent dire aussi que c'est un pape français, s'ils le veulent, parce que son père est français. C'est lui qui est né aux États-Unis avec ses frères. Sinon, son père est français et même sa mère est espagnole. Donc, voilà, s'il a toutes ces nationalités-là. Mais bon, il faut dire que tout son travail, toutes ses activités, toute sa carrière pastorale, il a fait vraiment aux États-Unis et une partie également au Pérou. D'accord. Une chose qui m'a marqué avant qu'on ne passe à un autre sujet, c'est que le pape réformateur, je voudrais parler du pape François, il est même allé jusqu'à baisser, comment dire, le salaire des cardinaux, si je ne me trompe. Il a osé. Et lui, il n'a pas, il n'a pas accepté passer ses journées dans la résidence luxueuse
Voilà, et on nous a montré son lit. Le lit a une place qui m'a rappelé mes moments où j'étais étudiant. Et vraiment, il a été quand même un pape assez exceptionnel. Oui, ça se justifie déjà par le nom qu'il porte, François. C'est quand même François d'Assise. Oui, à l'image de François d'Assise, exactement. Donc c'est l'ami des pauvres. Et puis vous avez vu tout le ministère qu'il a eu à vivre à la tête de l'Église catholique avant que le Seigneur ne le rappelle. Il a essentiellement travaillé à se retrouver avec les communautés marginales. Donc je pense quand même que le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec le pape Léon XIV, c'est aussi un signal assez fort. Nous allons continuer par lire l'histoire de Saint Léon pour comprendre sans aucun doute ce qui s'est passé. Les papes précédents qui ont porté aussi le nom Léon, comment est-ce qu'ils ont travaillé à gérer les affaires de l'Église, parce que tout ça oriente. Quand vous prenez les docteurs de l'Église, ce sont les premiers faits sur lesquels ils se prononcent. C'est ça. Oui. Merci. Par rapport à François, moi j'ai une petite anecdote. Au départ, bon, parce que juste après, comment on appelle, Jean-Paul II, moi je me suis dit non, Jean-Paul II, lui c'est un saint pour moi, c'est fini. Je ne pense pas qu'il puisse avoir quelqu'un de cette hauteur-là parmi la génération que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Jean-Paul II, par exemple, son assassin, enfin, il dit son assassin, excusez-moi. C'est ça. Celui qui a tenté c'est son assassin, oui, celui son il a eu un entretien, il a eu une causerie avec celui-là. Il est allé le voir lui-même en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas le contenu de ce qui se sont dit. Il dit que non, le monsieur a dit de ne pas dire que c'est entre eux. Oui, il n'a pas parlé de ça. Il n'en parle pas. Vous voyez, c'est la hauteur d'esprit, l'effort qu'il a fait pour se rapprocher également des autres communautés, même si ce n'étaient pas des chrétiens, il a fait tout cet effort-là. Celui qui a tenté de te tuer. Moi, le jour où j'ai commencé à me dire que non, il reste encore des saints après Jean-Paul II, c'est lorsque un jour, François était dans l'avion. De manière fortuite, je suivais un journal sur une chaîne étrangère. Moi, personnellement, la question qu'on lui a posée, je m'attendais à ce qu'il dise non, 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 cela, Dieu n'aime pas, c'est mauvais, c'est. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'il dise, quoi. Tout de suite, je me suis dit, il va donner forcément cette réponse-là. Puisque c'est un homme de Dieu, moi, je pense que pour une fois au moins, on aura de l'eau à notre moulin, nous qui sommes un peu contre toutes ces pratiques contre nature. Donc, on lui pose la question et le bon pape François dit, qui suis-je pour juger? Je vous assure, moi-même personnellement, il m'a coupé les bras. Je me suis dit, mais finalement, bon, est-ce qu'il n'a pas raison quelque part? Qui sommes-nous pour juger l'autre? Qui sommes-nous? Donc, ce jour, la communauté LGBT. Voilà. Donc, ce jour-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'un peu de tolérance aussi dans le monde, c'est pas mauvais, malgré le fait que ces pratiques-là me font gerber. À un moment, je me suis dit, bon, écoutez, ce monsieur, il a peut-être quelque part raison. C'est ça. À la fenêtre, Léon XIV a dit paix sur vous et il a dit comme Jésus l'a dit. On peut suivre ce court extrait, on suit ce court extrait pour clôturer donc voilà, cette analyse sur le nouveau pape. Que la paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Tel est le premier salut de Christ ressuscité, qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Et je vous adresse ce salut de paix pour qu'il entre dans votre cœur. Je veux qu'il atteigne vos familles et toutes les personnes, où qu'elles soient, et tous les peuples et la terre entière. Que la paix soit avec vous. Nous gardons dans nos oreilles la voix toujours faible mais toujours courageuse du pape François qui bénissait Rome. Voilà, paix
Père sur le monde, Père sur vous. On retient également, on ne va pas oublier le pape François de Cîteaux. Le pape François, après l'hôpital, a reçu tout le staff de l'hôpital. C'est après son décès que je me dis. Mais vous vous rappelez le dernier personnage qu'il a reçu? La dernière personnalité qu'il... J.D. Vance, le vice-président américain. C'était le dernier. Qu'est-ce que ça signifie? Il était tout fatigué. C'est comme si, s'il était dans la prophétie, que ça partirait toujours vers le continent américain. En fait, les grands hommes, oui, les grands hommes... Belle analyse. Si. Moi, je confirme, je pense que François, c'était un grand esprit. Enfin, à mon avis, rien que sa manière d'être. Je vais vous raconter de l'anecdote de comment on appelle, de l'avion. C'est-à-dire que moi, je suis foncièrement contre ces pratiques bizarres-là. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu me pénétrer autant. Oui, ça m'a fait bizarre. Moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas de cette croyance-là, mais rien que sa manière de le dire, il a regardé le journaliste quelques secondes, il a dit, qui suis-je pour juger? Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du divin dans ce qu'il disait. On a compris que, non, attention, un peu de tolérance. Ça dit que ça force. On n'a pas besoin de crier quelquefois pour... Un peu d'humilité. Un peu d'humilité, oui, voilà, tout ça. Ça manque aux humains. Lui, il avait vraiment ce côté très humble. Qui suis-je pour ne pas passer au deuxième sujet, Oumar? Allez, belle transition. Thème 2, on va parler du décès de Amos Elegbe. La Renaissance nationale dément l'attribution d'un message mensonger à sa présidente, et l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. D'abord, nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Le professeur Amos Elegbe a été mon professeur à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, dites-nous tout. Ben, je vais commencer aussi par présenter mes sincères condoléances à la famille du professeur Amos Elegbe. Vous savez, quand nous perdons un fils de notre pays qui a occupé des postes de responsabilité, c'est toujours avec émotion qu'on prend la parole. Absolument. Pour parler de ce que leur parcours aura été. Mais ce qui aura le plus retenu l'attention, surtout au cours de la journée d'hier, c'est bien sûr cette sortie qui a été faite par le porte-parole du parti Renaissance nationale, le docteur Akintola, qui a pu faire comprendre à travers un communiqué de presse qu'un message malencontreux aurait été porté à la face du monde. Qui est l'auteur du message? Oui, c'est-à-dire que... Fake news, c'est ça? Oui, c'est de fausses informations qui ont été... Le message disait quoi? Ben, vous savez, quand c'est de fausses informations, ça n'en vaut pas la peine de revenir sur le contenu. Alors, il faut dire qu'essentiellement sur Facebook, un message aura été relayé et les gens se sont permis même de mettre la photo de la présidente du parti. Je ne sais pas si entre-temps ils l'ont signé, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'au cours de cette même soirée-là, il y a un personnage politique qui a pris la parole. Je veux parler du docteur Bertin Corvi. Et vous savez que cet individu-là, depuis un certain nombre de temps, s'en prend à toutes les grandes figures politiques de la mouvance présidentielle. Et on peut même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut concrètement. Est-ce que quand il a pris la parole, il faisait allusion à... Oui, mais quand il a pris la parole... ce message quand il a pris la parole, démenti? Non, mais quand il a pris la parole, il s'est permis d'insulter avec des mots assez... Des mots peu... Des mots peu courtois, assez acerbes, un langage très vulgaire. La présidente du parti Renaissance nationale, Madame Claudine Afiavi Prudencio, qui se retrouve être aujourd'hui ministre conseiller à la santé du chef de l'État, Patrice Talon. Et vous savez, il y a pratiquement 24 heures avant ça, il avait bien sûr attaqué le ministre d'État
à l'économie et aux finances de notre pays. Romuald Wardani, c'est ça? Romuald Wardani. Avant le ministre Romuald Wardani, il avait attaqué le professeur Joseph Gabouenou. Donc, quand on suit un peu cette dynamique-là... Est-il devenu un chien d'attaque? Moi, bon, à la limite, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est peut-être pas l'acteur qui se cache derrière ce scénario-là qui a été manigancé? Parce que... Ça peut être aussi une coïncidence. Non, je ne pense pas que ça soit une coïncidence. Je ne pense pas que ça soit une coïncidence, puisque le parti a porté un démenti formel. Et depuis que le parti a pu porter un démenti formel, plus personne n'a parlé. Voyez-vous, il s'attendait peut-être à ce que la présidente puisse rentrer dans ce jeu avec lui, puisque la présidente aussi a... enfantin. Oui, c'est enfantin. La présidente du parti aussi a fait un post qui s'est retrouvé sur les plateformes numériques pour démontrer qu'on ne doit pas se servir du départ d'un compatriote et régler des comptes politiques. Donc, dans la lecture de ce message-là, vous vous rendez clairement compte que c'est un coup bas politique. Et on peut quand même l'accepter de cette manière-là, parce que, vous savez, le parti Renaissance nationale a construit son siège il n'y a pas du tout longtemps, on en parlait. Vous imaginez un peu ce que le chef de l'État même serait en train de dire de ce joyau-là qui a été construit par ce parti. Il y a une sorte de fierté qui se vit par les nationalistes, ce qui est tout à fait normal. Si j'étais acteur de l'Union progressiste Le Renouveau et que c'était mon parti qui avait réalisé une telle prouesse, je me retrouverais à vivre la même fierté. Donc on ne peut pas en vouloir aujourd'hui aux acteurs de Renaissance nationale de mener cette fierté-là, de vivre cette fierté-là, de se sentir à part entière membre d'un parti qui réalise de grandes choses dans le pays. Maintenant, que ce soit objet de jalousie au point où l'on se retrouve dans des questions de médisance, de calomnie, de haine, de suspicion, je pense qu'on doit quand même assez vite demander au docteur Bertin Corvy de rebrousser chemin. Ce n'est pas du tout une bonne démarche. Et qui plus est, il s'attaque à la seule femme présidente de parti dans notre pays. On a eu à mener ce débat-là plusieurs fois sur nos plateaux ici, où on a dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse accompagner en tant qu'homme, il faut qu'on puisse accompagner les femmes. Il faut que les femmes commencent par occuper effectivement de grands postes de responsabilité, que ce soit sur le plan politique ou administratif. Maintenant, quand on se retrouve avec une présidente de parti politique et que lui, qu'à un moment donné, a aspiré se retrouver à la tête de notre pays, se retrouve dans ces jeux, dans ces coups bas-là, je dis ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. De toute façon, pour moi, si j'étais acteur et si je me retrouvais dans cette position montre aujourd'hui, sa posture montre aujourd'hui si on peut lui faire confiance et lui confier des responsabilités au haut niveau, au sommet de l'État ou pas. Non, mais ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, le président Patrice Talon, ne lui a jamais fait confiance. Ça ne surprend pas. Et vous le suivez. Il a même insulté, c'est-à-dire je préfère ne pas utiliser les expressions... Non, soyez courtois. Oui, je préfère... Journaliste courtois. Je me dois de l'être, voyez-vous, mais parfois on est choqué d'entendre des gens d'un certain âge prononcer certaines expressions. Ça dérange. Surtout que nous sommes bien éduqués. Nous le sommes évidemment. Que la modestie ne nous étouffe. Oui, Oumar, est-ce que... Vous avez bien cette expression. Oui, c'est mon expression. Oui, c'est mon expression. Oumar, est-ce que c'est normal qu'à ces occasions tristes, que l'on saisisse
ces occasions pour faire de coups bas, pour attribuer des messages à une personnalité politique respectée, respectable. Est-ce que c'est normal? Oui, nous sommes en deuil. Le professeur Amos Elegbe n'est pas n'importe qui dans notre République. Il a été professeur de l'université. Je n'aurais pas peut-être été assis ici si lui, un professeur modéré, il a transmis le savoir. Et politiquement parlant, il a été aux côtés du chef de un monstre, merci, un monstre politique. Est-ce que je crois 2 fois député ou 2 fois, enfin, en tout cas 2 fois ministre, je crois généralement ministre du Tourisme, et il a été également député. Vous avez de la mémoire. Est-ce que celui-là, à son décès, ce n'était pas une occasion oui, de lui rendre hommage, de le célébrer, que de vouloir, voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai eu exactement la même, j'ai eu exactement la même réaction quand vous m'avez envoyé les sujets. Je me suis dit, mais attention, c'est quoi ça? Enfin, on fait de la récupération politique pour tout comme ça, même pour un deuil. C'est pas dans nos habitudes, en tout cas au Bénin, c'est pas dans notre culture. Au-delà même du fait que ce soit des hommes politiques qui, de temps en temps, s'envoient des pics pour nous donner du grain à moudre ici sur le plateau. Mais quand même, notre culture prend quand même le dessus. Notre culture, c'est notre identité, c'est ce que nous sommes de manière très intrinsèque. Et généralement, chez nous, quand quelqu'un meurt, on terre d'abord toutes les divergences, on terre tout ce qu'il y a comme on appelle, quiproquo d'abord. Et on s'occupe d'abord d'honorer la mémoire de celui qui part. Cela fait partie également de sa dignité qu'on lui donne. Voilà. Faut pas. Ces moments qui sont des moments assez tristes, on ne les récupère pas sur le plan politique. Donc moi, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit non, ça c'est essentiellement de la récupération. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Plutôt que de souhaiter nos condoléances ce matin à la famille de la personne éplorée et à tous ses proches, nous on se permet finalement de parler d'autre chose. Mais je pense que les gens du parti RN ont pris de la hauteur, je pense. Ils ont pris de la hauteur, ils sont montés très tôt au créneau, sorti un communiqué, mettre fin à toute cette histoire qui commençait à naître. Je pense que c'est très bien. Maintenant, cela dit, en passant, moi je pense que le professeur, comment on appelle, Amos Elegbe qui nous quitte, et je l'ai dit tantôt, c'est un monstre politique, c'est quelqu'un qui nous parle, c'est l'un des plus grands ténors donc, de la République qui nous parle. Et c'est un ami très proche, un fidèle, proche pas de moi, un proche de Boni Yahi. Oui, sincèrement. Moi, le professeur Amos Elegbe, c'est quoi? Nous présentons nos condoléances également au président Thomas Boni Yahi qui a perdu un ami, un frère. Et même sur, comment on appelle sa page Facebook, je pense qu'il a même écrit que son parti, les démocrates, perd donc son deuxième père spirituel. Voilà, donc vous voyez à peu près à quel niveau il est donc, dans le cœur donc, du président Boni Yahi et de tous donc, les démocrates. Donc je pense que c'est plutôt cela que nous devons nous atteler à relever ici ce matin, parce que ces choses-là que les gens balancent n'importe comment sur les réseaux sociaux, c'est là où il faut faire très attention. Et c'est là où je disais tantôt que je saluais donc le communiqué des RN, les fake news, mais c'est partout sur Internet aujourd'hui, partout. Et c'est bizarre, notre jeunesse se jette dessus et ils pensent que ces fake news-là sont des vérités, des images. Et même ils savent que c'est des images générées par intelligence artificielle, mais ils veulent y croire. Tu entends même la voix, tu sais que ce n'est pas une voix humaine, c'est une voix de robot, mais il dit non, que c'est la vérité. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que je me demande pourquoi les gens n'aiment pas utiliser les canaux officiels. Parce qu'on sait quand même, quand on regarde la présidente Claudine Afiavi Prudencio, quel canot ne serait-ce que sur sa page Facebook. Lorsqu'on veut faire des coups, on utilise des canaux. Pourquoi quand des gens veulent faire du mal à quelqu'un, ils ne viennent pas physiquement porter un coup à la personne et puis ils utilisent d'autres couloirs? Non, c'est-à-dire que dès que vous, par exemple, vous avez reçu le message, il y a quand même un petit réflexe qu'on peut avoir. On peut se permettre d'aller sur la page officielle du parti ou sur les pages officielles du parti ou même sur la page de la présidente, même puisque c'est une femme qui communique énormément sur sa page Facebook. On peut aller, on peut faire un tour sur la page pour voir, est-ce que ce que je lis là, est-ce que c'est effectivement un contenu
qui a été publié de façon officielle et avant de prendre position. Parce que c'est comme Omar le signifiait. Beaucoup se sont mis à faire des commentaires alors qu'ils se retrouvaient avec une fausse information. Et il aura fallu donc je vais dire, la réactivité du responsable à la communication du parti à travers le communiqué de presse pour qu'on puisse aujourd'hui comprendre que ce qui s'est passé, c'était quand même une fausse information. Maintenant, quand on voit Bertin Corvy s'en prendre... Non, c'est-à-dire que laissez Iroko dans sa logique irocotique. Oui, mais c'est-à-dire que quand il aura fini avec, du moins quand il a fini avec Mme Claudine Afiavi-Prudencio, à travers cet acte ignoble qu'il a posé hier, qui sera le suivant sur la liste? En tout cas, ne soyez peut-être pas surpris qu'il s'en prenne à vous et moi. Parce que qu'il s'en prenne. Il va nous faire de la publicité gratuite. Merci de nous faire de la publicité gratuite. Oui, hein. Alors, vous ne faites que rire. On va finir avec un dernier sujet, rapidement. Libération des réserves administratives. La CESAF cible 8 communes. C'est l'informateur qui en parle. Je pense quand même qu'il est temps de finir avec ce problème où des personnes deviennent propriétaires des réserves administratives avec beaucoup de complices. Et puis, ces personnes-là peuvent se permettre de morceler, de vendre à qui elles veulent. On a vu des lots dans les quartiers où on a implanté des plaques réserves administratives, alors que des gens y vivent depuis plusieurs années. Comment résoudre ces problèmes-là alors que la cour foncière, je pense, ne veut plus rien entendre maintenant. C'est quand même un problème. Pour régler ces problèmes, il faut dénoncer... Certains sont partis récemment en prison pour cette affaire-là. D'autres sont en cavale. Ils vont revenir. Pour régler ces problèmes, c'est aussi simple que ça. Si vous vous êtes retrouvé dans ce genre de dossier, la seule chose à faire, c'est de vous rendre auprès du procureur spécial de la Cour spéciale des affaires foncières et d'exposer effectivement les faits. Ce qui a pu se passer. Mais cela ne vous dédouane pas. Mais je n'ai pas dit que ça vous dédouanait. Au moins, c'est déjà la bonne démarche. La bonne démarche, c'est d'aller... après d'être surpris par les décisions. La bonne démarche, c'est déjà de vous y rendre. En le faisant, puisque l'État travaille aussi à assurer votre sécurité, en le faisant, ça permet à la Cour de savoir quelle solution palliative trouver. On peut prendre la décision de vous loger sur un autre espace. Et comment je ne peux pas me déplacer avec ma maison? Mais je suis déjà à la retraite. J'ai fait des prêts. Pour construire ma maison. Est-ce qu'on me loge? Ce que vous dites, c'est pertinent. Ce que vous dites, c'est pertinent. Mais avant de vous installer sur un lopin de terre, vous avez le devoir et l'obligation de savoir ce que l'État avait prévu dans cet espace-là. Est-ce qu'on a ce réflexe? Vous n'aviez pas eu... On a la fougue de se procurer un terrain. Si vous y allez avec de la passion, si vous y allez avec du sensationnel, l'État ne parviendra jamais à mettre fin à ce problème. Pourquoi on a ciblé 8 communes? Au rang des 8 communes, vous retrouverez Ouida. Vous allez trouver Aboumé Calavi. Quand vous allez au niveau championne. Je n'ai pas encore dit ça. À Godomé, on n'a plus de réserve. Quand vous allez au niveau des les plaques sont là. Quand vous allez au niveau des tribunaux de ces 2 communes-là, les dossiers, en tout cas, il y a quelques années en arrière, avant qu'on installe la Cour spéciale des affaires foncières, les dossiers qui prenaient plus de temps aux juges, ce sont les affaires foncières. Vraiment. Et donc, à un moment donné, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Nous y sommes là. C'est vrai qu'il y aura de fâchés.
il y aura de mécontents. Mais il faut qu'on y arrive parce que l'État est en train de travailler pour que la diaspora puisse rentrer. Vous imaginez un peu ce que ça représente, que vous ayez des frères à l'extérieur qui travaillent sous le froid. Et qui sont prêts à revenir, qui sont prêts au pays. À investir au pays et qu'on leur vende des réserves administratives. Eux, ils ont souffert pendant plusieurs années. Ils ont fait de l'économie. Ils auraient pu vivre dans de meilleures conditions. Mais ils se sont privés beaucoup de choses pour venir au pays. Et il se fait que ce qu'on leur a vendu, c'est une réserve administrative. Vous auriez souhaité qu'on laisse ces personnes-là en cavale? Non. La plupart de ces acteurs, ce sont des politiciens. Donc, la porte de la prison s'ouvre désormais pour ces personnes-là. Ah bon. Mais c'est la porte que vous ouvrez facilement. Mais ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. En fait, en posant l'acte, ils savaient qu'ils étaient en train non seulement de gruger le pauvre citoyen. Ils étaient dans du faux. Ils étaient dans du faux, mais ils étaient en train de faire du tort aussi à l'État béninois. C'est pourquoi j'ai dit, la meilleure démarche pour le citoyen qui se retrouve dans ce cas-là, c'est d'aller vers le procureur spécial et de dire exactement ce qui s'est passé. Ça pourrait permettre à ce que l'État puisse prendre de manière dérogatoire une décision. L'État peut dire, OK, pour mes citoyens qui se sont retrouvés dans ce cas-là, et quand on analyse leur dossier, on se rend compte que c'est effectivement par erreur et non par complicité, on met à disposition peut-être 500 hectares de terre et on va les loger. C'est vrai qu'on aurait cassé tout ce qu'ils auraient construit, mais on peut aussi mettre à leur disposition un minimum de fonds pour leur permettre de construire ne serait-ce qu'une chambre à coucher, un salon comme on le dit. Ce n'est que des propositions. Mais ne soyez pas surpris que l'État puisse effectivement mettre la main sur ces intéressés-là. Parce que ce qui va être bizarre dans cette affaire ou dans ce dossier, c'est que vous ayez demain des opposants qui prennent la parole. Des opposants qui prennent la parole pour signifier qu'il y a peut-être, comment on appelle, la chasse à l'homme. D'accord, chasse à l'homme. D'accord. On vous en parlera. Tout comme si les faits n'étaient pas constitués. Tout comme si, effectivement, ils n'avaient pas touché aux réserves administratives. Et aujourd'hui, on est en train de leur demander des comptes. On vous dira que c'est parce que les élections générales de 2026 sont au rendez-vous que peut-être la Cour spéciale des affaires foncières est en train de vouloir gérer ce dossier-là. Voilà des choses que nous entendons. Donc, pour moi, il faut qu'on puisse anticiper aujourd'hui et qu'on ne politise pas ce dossier. Que les gens cessent de tout politiser. Les supputations et qu'on permette aux juges de travailler convenablement jusqu'à ce qu'on puisse savoir effectivement ce qui s'est passé. Quand vous prenez Aboumé Kalavi, vous l'aviez rappelé, il y a plusieurs plaques qui se retrouvent devant des résidences. Et quand vous voyez, vous posez la question de savoir, mais comment se fait-il qu'il y a une résidence là et on vient mettre une plaque de réserve administrative. Moi, je ne pourrais pas dormir la nuit si on met réserve administrative devant ma maison. Bon, voilà. Oui, Omar, vous brûlez d'envie de parler. On va finir avec ce sujet, passer à l'actu décalé. C'est la conséquence de tout ce que nous dénonçons chaque matin sur ce plateau. La conséquence de notre manière de faire de la politique. La conséquence du manque d'engagement de ces hommes politiques que nous élisons. La conséquence de l'impunité aussi. Voilà, parce que les gens ont été tout puissants, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Oui, du laisser aller qu'on a laissé, c'est-à-dire qu'on a opéré tout ce temps-là. Vous voyez un peu, on vit en politique sans savoir qu'en réalité, la politique, c'est un véritable sacerdoce. On vient en fait servir les autres. On ne se rend pas compte de ça. Mais chez nous, la politique était devenue voilà, un tremplin pour donc, se réaliser dans la vie. Et donc, si c'est cela, ça veut dire quoi? On peut se permettre de morceler des réserves administratives et les vendre à qui veut. Et c'est là où je veux dire, les vrais fautifs, c'est eux qu'il faut punir. Il faut punir les vrais fautifs. Il ne faut pas punir uniquement les personnes qui se sont fait duper
par ces responsables-là qui leur ont vendu ces réserves-là. Parce que lui, il peut ne pas savoir que c'est une réserve administrative quand il achète son terrain. C'est morcelé. Et je l'achète chez qui encore? Chez la personne chez qui on doit acheter. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont les responsables qui l'ont morcelé et qui ont dit que oui, c'est... Regardez un peu l'université d'Abomey-Calavi. Vous vous en souvenez, quand on était à l'université Maury, il y avait des gens... Enfin, quand vous écoutez certaines histoires, vous riez. On vous disait que le domaine de l'université allait jusqu'au village universitaire là-bas. Vous n'allez pas me dire. Le domaine de l'université, c'était un domaine de 500 hectares au départ. Aujourd'hui, nous avons 99 hectares sur place. Vous êtes devant la bonne personne pour en parler, puisque mon mémoire porte sur la contribution à l'aménagement du campus d'Abomey-Calavi. Voilà, donc le géographe en vous refait surface. Oui. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous voyez cela, c'est les gens qui l'ont morcelé. Et alors qu'eux, ils sont au courant de tout, parce que c'est eux qui sont en responsabilité, c'est eux qui connaissent tous les dossiers. Ils savent quelle partie de leur territoire est à vendre et quelle partie de leur territoire n'est pas donc un domaine à vendre. Ils le savaient, mais malgré cela, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun venait et il faisait ce qu'il voulait, parce que tout simplement, il devait se remplir les poches également avant de finir son mandat. Et c'est ça qui est à la base de ça. Donc moi, je dis à l'État, on va reprendre les domaines, les réserves administratives. Je suis complètement d'accord. Parce que si on parle de réserves administratives, c'est prévu pour quelque chose d'autre. D'accord? La dernière fois, ici, on a parlé de parking, on a parlé de parking, on a parlé de toutes ces choses-là. Donc, si on a réservé ça comme domaine administratif, c'est parce qu'on a prévu ces choses-là. Vous êtes d'accord? Donc, il faut qu'on les récupère. Maintenant, en les récupérant, comment est-ce qu'on fait, peut-être pour dédommager les autres? Et pour faire rendre, ou comment est-ce qu'on... Oui, mais écoutez, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Parce que quelqu'un qui a passé toute sa vie, c'est ça en fait la vie du Béninois. On passe toute notre vie à travailler, à économiser, et après, dès qu'on sent que la retraite s'approche, on paye son lopin de terre, on met voilà, une bâtisse dessus, et on sait que bon, ces vieux jours, c'est dans cette maison-là. Une affaire sociale qui va naître. Mais moi je me dis, si on peut... même, je ne sais pas moi, indemniser les autres ou bien les soutenir légèrement, une compensation en faisant rendre gorge à tous ceux qui ont donc morcelé ces terres-là et vendu. Il faut qu'on aille vraiment en profondeur. C'est vrai que c'est un travail qui sera vraiment titanesque parce qu'il y a comment on appelle, des responsables qui datent peut-être de 10 ans, qui ont vendu ça peut-être il y a 10 ans, qu'il y a d'autres qui l'ont morcelé, qui n'ont pas pu le vendre et que c'est l'autre qui est venu vendre. Donc, il y a beaucoup de choses à fouiller, mais il faut véritablement fouiller pour situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités dans toutes ces communes-là où les réserves administratives ont été vendues. Quel est le maire qui l'a fait? Qu'est-ce qu'il a pu engranger avec ça? On récupère. Même si c'est auprès, chez ces ayants droit qu'on va le récupérer, il faut le faire rendre gorge. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ça, c'est mon avis. Voilà. Merci, Oumar Léandjou. Merci également à vous, Hugues Hector Zogo.